Quelle émission aujourd'hui? Regardez-moi, regardez devant. Vous voyez tout juste ici la 31e leçon de français expliquée, la grammaire expliquée. Et vous savez que cette grammaire expliquée vous est présentée avec les compliments, les hommages de ce que nous appelons votre poste de télévision communautaire de la région. Ne vous gênez pas, mes amis. Ne vous gênez pas, vous êtes capable, en allant chercher l'annuaire de votre région, savoir quel est le numéro de téléphone de votre poste communautaire et appelez-le. Appelez l'individu responsable de la programmation et dites-lui donc qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'on a perdu notre temps avec le cours de français? Est-ce que ça a été vraiment utile, ce cours de français? S'il a été utile, dites-lui donc la satisfaction que vous avez eue. Moi, je dois dire que du côté de mon côté, du côté des autorités de Vidéotron de Saint-Hubert, près de Montréal, l'année dernière, la satisfaction a été très grande. Les lettres n'ont pas cessé de parvenir ici au poste de télévision. Et je vais demander à quelqu'un du poste de télévision si c'était possible. 1854 boulevard Marie, je lui demande si c'était possible, monsieur, madame ou monsieur, de me faire parvenir le code postal. Est-ce qu'on pourrait me remettre d'ici la fin de l'émission le code postal de, ici, Vidéotron Saint-Hubert, 1854, boulevard Marie. Alors, je vais prendre un petit 3 ou 4 minutes et je vais profiter du temps. Oh, on me dit J4T 2A9 J4T 2A9 Vidéotron Saint-Hubert aux soins de M. Rosaire Turcotte, 1854 boulevard Marie, Saint-Hubert, J4T comme Thomas, 2A comme Albert, 9. Ne vous gênez pas pour envoyer un petit mot. Ce n'est pas long d'écrire un petit mot. C'est quelques sous pour dire à ce poste de télévision qui vous a permis dans votre région de pouvoir en profiter. Ne vous gênez pas également pour appeler votre poste de télévision local et de leur dire à eux, on est porté toujours à téléphoner quand on a, j'allais pour dire le mot, je le dis, quand on a des bêtises à dire. Quand on a des bêtises, on a de l'insatisfaction, on est toujours prêt. Moi, je m'en vais lui parler. Mais oui, pourquoi ne pas dire aussi, moi, je m'en vais le féliciter. Moi, je m'en vais les féliciter, ces gens-là, de nous avoir permis, dans notre salon, en pantoufles, apprendre notre français. Mes amis, vous n'avez même pas besoin d'aller à l'université. Vous n'avez même pas besoin d'aller suivre des cours du soir. Vous avez pu prendre votre cours de français, la grammaire expliquée, directement dans votre salon, directement avec votre écran sur le coin de la cuisine, le coin de votre évier. Et puis vous avez posé un petit téléviseur là et vous regardez pendant que vous faites votre petite popote. Pendant que vous brassez vos œufs, vous regardez le cours et vous écoutez à travers tout ça parce qu'il arrive à une heure peut-être qui vous accommode plus ou moins. Puis vous avez l'avantage d'apprendre votre français à la maison même. À la maison, imaginez. Merci, Vidéotron. Merci, Cogeco. Merci, CF Câble. Merci, toutes les stations communautaires indépendantes. Merci, mes amis. Merci d'être entrés dans votre région et merci également de m'avoir permis de tenter de faire cet effort qui vient du cœur, ce feu sacré que j'ai pour la langue française. Et je dis, comme je disais déjà
quand j'avais rencontré M. Camille Sanson à Québec. Oui, M. Sanson, au poste CHRC Québec, j'avais dit dans une émission où je m'adressais à la population par une tribune téléphonique, oui, M. Sanson, ça fait plaisir de parler du français quand on peut respecter cette langue-là. Et je demande à tous de la respecter dans leurs paroles et dans leurs écrits. Pour ça, lisez les beaux textes. Et tantôt, je me permettrai, vers la fin de notre émission, de vous lire un texte d'élèves de 12 ans et demi, 13 ans, du secondaire 2. Une élève que j'ai eue à l'école dans ma dernière année. J'ai trouvé ces textes tellement beaux que je les ai conservés. J'ai demandé l'autorisation à ces élèves de me permettre de garder ça en guise de satisfaction personnelle pour cette composition qu'ils ont rédigée. Je vous en lirai une à la fin de l'émission. Je vous en lirai une à chaque jour d'ici la fin de nos 40 émissions. Et je vous donnerai l'occasion de savourer ce que c'est que du français bien compris, du français bien appris et du français bien appliqué. Qu'est-ce que je viens de dire? Comprendre, apprendre et appliquer. Vous vous souvenez des 3 premiers verbes que je vous ai donnés à la première leçon. Bien comprendre avant d'apprendre et bien apprendre avant d'appliquer. Et c'est la façon toute simple pour améliorer notre français. Et nous allons, avec notre bon ami le tableau, nous allons perfectionner maintenant nos phrases de français. Et je vous avais dit que nous aurions l'occasion d'analyser. Quelqu'un m'avait dit l'année dernière, j'aurais aimé cela, que tu nous analyses une phrase où il y a plusieurs propositions à l'intérieur de la phrase pour nous montrer comment on doit analyser une phrase. Si nous savons comment analyser une phrase, nous saurons par la suite comment analyser un texte. C'est tout un ensemble, ça. C'est comme ça qu'on s'améliore, en comprenant bien ce que nous appelons la langue française avec ce que nous appelons, bien tout simplement, la formation des mots. Et la formation des mots nous permettent de mieux comprendre notre texte. Alors, je prends la phrase que j'ai établie ici au tableau et que nous allons lire attentivement pour ensuite venir à ce que nous appellerons la dissection. Nous disséquerons, nous ferons la dissection de ce que nous appelons la phrase que nous avons rédigée ici. Alors, lisez bien cette phrase-là et je vous dis après ça, nous allons la séparer. Lisez-la bien attentivement. Les personnes qui ont suivi le cours de français dans la région ne regretteront sûrement pas les efforts qu'elles ont produits. Voilà. Alors, les personnes qui ont suivi, venez avec moi. Je me fais un petit geste tantôt, c'était simplement pour distinguer la caméra qui travaillait présentement avec moi. Alors, simplement, je dis ceci. Les personnes qui ont suivi, soulignons les verbes. Soulignons les verbes. Premier verbe, ont suivi. Donc, j'aurai une proposition. Les ont suivi le premier verbe conjugué. Les cours de français dans la région ne regretteront pas. Regretteront, deuxième verbe. Donc, j'ai une deuxième proposition. Les efforts qu'elles ont produits. Une autre proposition. J'ai un autre verbe et c'est le troisième verbe. Proposition, troisième verbe, proposition, troisième, deuxième, première. Alors, nous arrivons en séparant maintenant et allons, pour être capable de les bien séparer, allons chercher les verbes. Regardons le mot « ont suivi ». Posons notre question, c'est le verbe « suivre ». Qui ont fait l'action de suivre le cours? C'est, regardez à l'avant, le sujet « qui ».
c'est le sujet qui est le sujet de ont suivi. Donc, qui est le sujet du verbe ont suivi. Allons chercher le deuxième verbe. Regretteront. Suivi le cours de français dans la région, ne regretteront pas, ne regretteront sûrement pas. Qui fait l'action de regretter ou qui ne regretteront pas? Qu'est-ce qui ne regretteront pas les efforts? Ce sont les personnes. Donc, je retrouve ici les personnes. Ce sont elles qui font l'action de ne pas regretter, qui ne regretteront pas. Donc, je vais aller chercher son sujet et le sujet de ne regretteront pas. Donc, j'écris les personnes ne regretteront sûrement pas, sûrement pas les efforts. Ils ne regretteront pas quoi? Les efforts. Les personnes ne regretteront sûrement pas les efforts. Ça, c'est ma proposition. C'est ça la proposition importante. Mais quelle personne? Quelle personne? Je le dis ici, les personnes qui ont suivi le cours de français dans la région. Alors, qui ont suivi le cours de français dans la région. Et c'est ça, la deuxième idée. Quelles personnes? Les personnes qui est le sujet du verbe ont suivi. Pourquoi je n'ai pas mis de suivi S ici? Parce que j'ai l'auxiliaire avoir et j'ai le participe passé. Et j'ai posé la question après le participe passé. Ils ont suivi quoi? Ils ont suivi quoi? Le cours de français. Donc, C-O-D. Ils l'ont suivi où? Dans la région. Complément circonstanciel de lieu. Et le verbe ont suivi. Mais il reste un autre mot. Le verbe ont produit. Qui ont fait l'action de produire? C'est elles ont produit. Qui ça, elles? Les personnes. Donc, les personnes, qu'est-ce que c'est qu'elles ont fait? Elles ont produit. Alors, les efforts que les personnes ont produits. Donc, qu'elles ont produit? Q'-E-L ont produit. P-R-O-D-U-I-T-S. Pourquoi un S ici? Ah, posez encore votre question. Gardez l'auxiliaire avoir qui est ici. Gardez votre participe passé. Elles ont produit, posez la question qui ou quoi. Avec l'auxiliaire avoir, la question qui ou la question quoi. Naturellement, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le elles ont produit quoi? Que, et gardez votre que qui est C-O-D. Alors, votre que, il est C-O-D, il est complément direct du verbe ont produit. Mais que, c'est quoi ça? Elles ont produit quoi? Le cours. Dans le cours de français, ont suivi le cours de français dans les régions, ne regretteront pas les efforts qu'elles ont suivis. Ah, dans la région, ne regretteront pas, qui ont suivi le cours, ne regretteront pas quoi? Les efforts. Donc, le que, il a un antécédent. Gardez-le ici, il faut revenir en haut. Le que a un antécédent et c'est le nom effort du masculin pluriel. Si le mot effort est masculin, le que, qui est complément direct, il va être du masculin pluriel. Et le mot produit, ils ont produit quoi? Que, masculin pluriel, mais pour les efforts. Donc, je mets un S à produit. Il est le complément direct ici, et le mot produit s'accorde. Et le que, il est un pronom relatif. Un pronom relatif. Et le qui ici, venons voir la phrase en haut maintenant. On va revenir avec la phrase d'en haut, et on va retravailler la phrase en reconnaissant maintenant chacune des trois. Les personnes qui. Donc, le qui, il est un pronom relatif, il va nous amener automatiquement. Automatiquement, une subordonnée relative. Alors, le pronom relatif
qui va m'amener ici une subordonnée relative. De quel mot? Du mot qui est placé à l'avant du mot personne. Pronom relatif, alors il a un antécédent, subordonnée relative, déterminative, qui détermine le nom personne. Subordonnée relative du mot personne. Il y a une relation avec le mot personne. Et le qui amène une subordonnée. Pourquoi? Parce que j'ai un verbe qui est conjugué. C'est simplement pour ça. Alors les personnes, je saute. Quand j'arrive ici, j'interromps parce que j'ai une subordonnée relative à cause du pronom relatif. Et je vais aller chercher son verbe. Où est son verbe? Les personnes qui ont suivi le cours de français dans la région ne regretteront sûrement pas les efforts. Alors, les personnes ne regretteront sûrement pas les efforts. Ça va s'appeler comment, cette proposition-là? C'est l'importante. L'importante, c'est-à-dire la principale. Ce sera la proposition qu'on va appeler la principale. Pourquoi la principale? Parce que s'il y a des propositions qui dépendent d'une proposition, elles vont être des subordonnées. Ça veut dire qu'elles vont dépendre d'une autre. Et l'autre, c'est l'importante, la plus importante, et c'est la principale. Alors, les personnes ne regretteront sûrement pas les efforts, c'est la proposition principale. Mais quelle personne? Et là, je pose la question à un nom. Donc, je vais avoir comme réponse un complément de nom. Et certains vont peut-être des fois l'appeler comme ça. Subordonné, complément du nom. Et complément du nom, quel nom? Quel est le nom qui est placé devant le qui? C'est le nom personne. Les personnes qui ont suivi le cours de français dans la région. Alors, cette subordonnée va s'appeler subordonnée, complément du nom, ou encore subordonnée relative, parce que le qui est un pronom relatif. C'est simplement à cause de ça. Le qui étant un pronom relatif, il nous apporte une subordonnée relative. C'est tout simplement comme ça. Relative de quel mot? Le mot qui précède le qui, ce sont les personnes. Les personnes qui ont, etc., ont suivi le cours. Subordonnée relative. L'autre ici, qu'elles ont produit, regardez le que. Est-ce qu'il a un antécédent? Venons voir ici en haut, puisqu'il nous faut revenir à cette explication. Sûrement pas les efforts qu'elles ont produit. Elles, les personnes, ont produit quoi? Que. Et comme le que a un antécédent, donc le que, il est un pronom relatif. S'il est un pronom relatif, il va appeler une subordonnée relative. Ah, que c'est facile! Quand j'ai un pronom relatif, il amène une subordonnée relative, tout simplement. Et j'ai, dans ma dernière phrase, maintenant en bas, qu'elles ont produit, on a une subordonnée relative de quel mot? Le mot qui précède le que, ce sont quoi? Les efforts. Relative du mot effort. Et c'est comme ça que nous avons analysé notre proposition à combien de verbes? 3 verbes. J'ai 3 verbes conjugués, j'ai 3 propositions. Alors, c'est tout simplement comme ça. Alors, 3 verbes conjugués, 3 propositions. 2 verbes conjugués, 2 propositions. 1 verbe conjugué, 1 proposition. Là, je donne l'information générale. C'est bien sûr qu'il va arriver un peu plus loin dans les secondaires avancés. On aura à l'occasion une subordonnée infinitive. Et là, bien, à tous ceux qui sont rendus à la subordonnée infinitive, qui est beaucoup plus poussée, alors à ce moment-là, pour ne pas compliquer la vie à une grande majorité de personnes, disons que pour cette proposition infinitive, vous allez avoir un verbe à l'infinitif, avec un sujet qui fait l'action que ce verbe à l'infinitif exprime. Vous aurez une proposition infinitive. C'est automatique. D'accord? Alors, on aura une proposition infinitive à ce moment-là. Mais dans l'ensemble, quand on a 4 verbes conjugués, nous avons 4 propositions. 3,
3 propositions. 2 verbes conjugués, 2 propositions. Un verbe, une indépendante, toute seule. Alors, c'est un peu l'explication là, la plus simple qu'on peut présenter pour quelqu'un qui fait ce qu'on appelle de l'analyse logique. Quelle différence y a-t-il? Vous vous souvenez qu'il y a quelque temps ou quelques années, vous vous souvenez que nous avons déjà étudié ça, l'analyse logique et l'analyse grammaticale. L'analyse grammaticale, c'est l'analyse dans le sens de la grammaire. Alors, on a la nature du mot, on a la fonction du mot, on a tout ça. Ça, c'est l'analyse grammaticale. Nous en ferons après l'intermission tantôt. Quelques exemples d'analyse grammaticale. Là, actuellement, nous allons poursuivre avec ce que nous appelons notre analyse logique. Je vous en écris une autre et vous me direz qu'est-ce que signifie cet exemple. Je l'ai replacé, je pense que je l'ai dite, cette phrase-là, la semaine dernière. Alors, je vous la redonne comme je l'ai écrit ici, pour être bien sûr qu'on a quelque chose de précis. Le chasseur. Vous vous souvenez, le chasseur, vous vous souvenez de celle-là. Le chasseur vise le lièvre. Et j'avais marqué une virgule, et je continue ici. Il l'attrape et le tue. Vous vous souvenez de cette phrase-là? Le chasseur vise le lièvre, il l'attrape et le tue. Alors, quand on avait dit ça, nous avions dit, premier mouvement, le chasseur visait le lièvre. Alors, le chasseur visait le lièvre. Deuxièmement, il tire sur la gâchette, sur le chien qu'on appelle, il l'attrape. Et en arrivant à côté, on constate qu'il l'a tué, il est mort. Alors, l'action de viser, c'est un verbe, ça, qui exprime une action. Qui l'a fait l'action? Le chasseur. Et c'est le sujet du verbe vise. Il vise quoi? Le lièvre. Donc, le COD va être ici. Le sujet, ici, le chasseur. Sujet du verbe vise. J'aurais pu mettre un point ici et j'aurais eu une phrase très complète. L'autre phrase ici, j'aurais très bien pu dire « Le chasseur attrape le lièvre ». Et si j'avais dit « Le chasseur attrape le » mais pour le lièvre, j'aurais eu une autre phrase complète. Donc, ici, cette phrase-là, elle ne dépend pas de l'autre nécessairement. Elle vient tout de suite après et elle complète cette autre-là. Donc, on a un verbe qui est conjugué, on a le sujet qui est ici et on a « Il attrape quoi » C-O-D, le lièvre. Alors, vous avez « il l'attrape ». Et, le « et », qu'est-ce qu'il fait? Il joint. Il fait le joint. Donc, c'est une conjonction. Et une conjonction qui unit deux propositions, une conjonction de coordination par le féminin. Et, sous-entendu, il le tue. Et quand j'obtiens ceci, j'ai un autre verbe ici qui est conjugué. J'ai ici « il tue quoi » le. Et qui ça le? Le COD. Qui ça le? Le lièvre. Il vise quoi? Le lièvre. Il attrape quoi? L', mais pour le lièvre. C'est un pronom personnel, le L'. Et le ici, il est un pronom personnel. Parce qu'il remplace le mot lièvre. Donc, j'ai trois propositions. Alors, j'ai trois propositions, et je marque ici, trois propositions, j'ai trois verbes conjugués. Premier, deuxième et le troisième. Donc, j'ai trois propositions, j'ai trois verbes conjugués. Mais déjà, vous avez 5 points de plus dans votre récitation de la semaine prochaine, mon cher ami. Et mademoiselle, vous êtes chanceuse, vous allez gagner vos points en français parce que votre analyse, vous devenez habile, là. Vous comprenez la distinction entre une proposition et une autre phrase qui n'aura peut-être pas 2 ou 3 propositions. Ici, on en a 3, il y a 3 verbes conjugués. Alors, c'est la grande ligne générale. Maintenant, comment allons-nous l'appeler?
Est-ce que celle-là, elle dépend de celle-là? Est-ce que j'aurais pu mettre un point ici? Oui. Donc, ça veut dire que celle-ci est indépendante. C'est une proposition que j'appelle indépendante. Ça veut dire ça, indépendant. Indépendant, c'est quand on dépend de personne. Ou encore quand personne dépend de nous. Alors, je vais vous poser une question. Indépendant, tiens, la maman a un bébé. Le bébé est couché. Le bébé dort dans son petit lit. Il a 18 mois. Est-ce que la maman est indépendante à ce moment-ci? Non. Est-ce que la maman peut partir aller se promener au centre d'achat pendant 1 heure ou 2? Non. Pour quelle raison? Parce qu'il y a quelqu'un qui dépend d'elle, là. Le bébé, il dort, mais il va peut-être se réveiller dans 20 minutes. Et la maman va se balader à ce moment-là au centre d'achat. Et à ce moment-là, le centre commercial, vous avez un centre commercial près de chez vous, la maman s'en va se balader pendant que le bébé dort. La maman n'est pas indépendante. L'enfant dépend d'elle. Donc, elle n'est pas indépendante. Non, non. Elle est indépendante si elle ne dépend de personne et si personne ne dépend d'elle. Mais si quelqu'un dépend de moi, je ne suis pas indépendant. Quelqu'un dépend de moi, je ne suis pas indépendant. Ça veut dire que je dois m'occuper de quelqu'un. Je ne suis pas indépendant. C'est bien automatique, ça, c'est bien clair. Alors, le chasseur vise le lièvre, une proposition indépendante. Il l'attrape. Le chasseur attrape le lièvre. C'est une phrase complète. Donc, j'ai une autre proposition que je vais appeler ici une indépendante juxtaposée. Ah, vous vous souvenez qu'on a employé cette expression-là déjà, juxtaposée. Que veut dire juxtaposée? Juxtaposée veut dire qui est posé tout juste à côté. Quand tu es posé juste à côté, c'est une indépendante qui est posée juxta-côté. Vous comprenez, là, hein? Je vais prendre, parce que ma langue a fourché, là, hein? On dit ça l'expression. Je vais prendre une petite gorgée d'eau et je dirai maintenant, c'est une indépendante juxtaposée. Ça veut dire qu'elle est posée tout juste à côté. Et quand je dis est posée juxta-côté, c'est parce que je joue avec les deux mots, là. Vous comprenez? Alors, il y a une virgule qui sépare à ce moment-là. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait dit dans la virgule, elle servait pour unir des propositions qui se suivaient. Une première proposition ici, une deuxième proposition, regardez la virgule. Il l'attrape, indépendante, juxtaposée, est posée juste à côté de celle-là. Tout juste. Et, c'est une conjonction qui coordonne, qui réunit deux propositions. Alors, elle unit deux propositions, indépendantes ici, et l'autre aussi, elle va être indépendante. Deux indépendantes qui sont réunies par la conjonction. Alors, ça fait une chaîne, des chaînons, des anneaux. Et la conjonction, elle unit ces deux indépendants. Mais comme ici, c'est une indépendante avec une conjonction qui réunit les deux, celle-là, nous allons l'appeler indépendante coordonnée. Pourquoi coordonnée? Parce qu'elle est rattachée à l'autre par le mot « et », le petit mot « et » qui est là, tout simplement. Et c'est une indépendante coordonnée. On a une conjonction de coordination. Tandis que tantôt, nous essaierons de trouver un exemple avec une conjonction de subordination. Après notre intermission, nous allons nous permettre de nous reposer un petit peu la gorge et nous allons aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on va dire au sujet des mots maintenant ou d'un mot de français dont il sera question. On va aller voir qu'est-ce que c'est qu'on va dire. Qu'est-ce qu'on va traiter maintenant aujourd'hui? Nous allons parler, durant l'été, vous avez eu probablement l'occasion, durant l'été, de manger ce qu'on appelle un légume ou un fruit. C'est plutôt un légume, je pense, gros comme ceci, et vous avez une
croûte très dure, que quand vous coupez ça, à l'intérieur, vous apercevez du beau jaune avec beaucoup de graines. Et on enlève toutes ces graines-là, et on enlève l'écorce, et on mange ça avec du sucre. Vous appelez ça comment? Un cantaloupe. Vous allez peut-être me dire, c'est une cantaloupe. C'est une cantaloupe. Non, non, ce n'est pas une cantaloupe. C'est pas de la cantaloupe. C'est un cantalou. Ah, mais savez-vous qu'on en apprend à tout âge, hein? Vous allez me dire, c'est gênant, j'ai 63 ans, puis je viens d'apprendre ça. Ou encore l'autre va me dire, moi j'ai 70 ans, puis je pensais que c'était des cantaloupes. Si vous allez au dictionnaire et vous allez voir la prononciation du mot, vous allez voir, c'est un cantalou. Mais madame, monsieur, mademoiselle, mon cher ami, ne vous en faites pas. Savez-vous quand est-ce que j'ai appris? Et personne ne me l'avait dit avant, j'étais ignorant. Jusqu'au jour où quelqu'un me l'a dit et je suis devenu savant. La même chose pour vous. Il y a 5 ans seulement, j'ai appris que le mot cantalou se prononçait cantalou et non pas cantaloupe. Et quand vous allez au dictionnaire et vous allez regarder le mot, vous allez prononcer cantalou et non pas cantaloupe. Alors, d'où vient cette expression, le cantalou? Vous allez dire, oh ben moi, je vais avoir de l'air fou si je dis cantalou. Les gens vont rire de moi, ils vont dire, hey, c'est pas des cantalous, c'est des cantaloupes. Alors, quand vous serez trop gêné, vous direz des cantaloupes. Mais sachez que le mot se prononce bel et bien cantalou. Et ça vient, je vais lire le petit texte que j'ai ici, tout simplement. Pour aujourd'hui, je ne commenterai pas tellement. Je vais dire, si la résidence d'été des papes est bien connue, le fameux Castel Gandolfo, vous connaissez, vous avez déjà entendu parler, Castel Gandolfo, étant cité dans tous les bulletins d'information en période estivale, c'est-à-dire que le pape va dans ses jardins et se reposer durant l'été. D'autres ont un renom moindre. Ainsi, la maison de campagne située près de Rome, sa maison de campagne située près de Rome est appelée Cantalupo. Pourtant, ce lieu a une certaine histoire. Ah! Elle a une histoire, Cantalupo, la maison de campagne. Alors, en effet, la maison de campagne a eu la particularité de voir les jardiniers et cultiver une variété de melons caractérisés par des côtes larges et aplaties, nettement séparées. Et vous avez remarqué, quand vous regardez le cantalou, vous avez toujours des sections comme ça. Vous avez toujours des sections, c'est bel et bien séparé. C'est pas tout rond comme une pomme, non. Elles sont séparées. Alors, ce melon fut apprécié pour sa chair rouge orangée. C'est bien ça que je vous disais tantôt. Vous l'ouvrez et c'est un beau rouge orangé ou de couleur orange, fondante et très sucrée, qui apparaît sous l'épaisse écorce et la peau rugueuse. Vous savez que c'est rugueux, un cantalou. On le cultivait à Cantalupo. C'est là qu'on le cultivait, à Cantalupo, la maison de campagne, près de Rome. C'est-à-dire cantalou en français. Le melon fut un cantalou dès 1791. Alors, ça date de loin. Et 1791, il y a 200 ans. 1791, 1991, 200 ans, 201 ans. Alors, le cantalou. Ah, d'où vient l'expression Cantalupo en Italie? Et c'est là qu'on a, chez nos jardiniers, cultivé ce fameux melon. Et on a produit ce qu'on a appelé le cantalou, qui venait de la ville de Cantalupo. Une autre petite qui vient de rentrer dans votre connaissance.
Et maintenant, ne vous gênez pas. Quand vous demandez à quelqu'un, comment on appelle ça? Tu sais, le gros melon, là, comment est-ce qu'on prononce un cantalou ou une cantaloupe? Et aller dans une soirée, surprendre vos amis, surprendre vos frères, vos sœurs, et pour être sûr, et pour être bien d'accord, pour lancer votre question, allez voir avant au dictionnaire. Le dictionnaire, c'est votre ami. Ah, le dictionnaire, la grammaire, ce sont mes deux amis qui m'accompagnent constamment. Alors, allez voir, vérifiez, vous verrez que c'est bel et bien un cantalou, et après ça, demandez à quelqu'un de vos proches ou amis, comment est-ce qu'on appelle ça un cantalou? Est-ce que c'est un cantalou ou une cantaloupe? Et quand on vous dira, c'est une cantaloupe, non, moi je pense que c'est un cantalou. Bah, arrête-moi donc ça, toi. Arrête-moi donc ça, toi. Et faites-les marcher un peu. Et vous leur direz, il n'y a rien là. Soyez pas gênés. Soyez pas gênés. Ça fait des années que je connais ça, moi. Ça fait des années que je connais ça. Puis dites-leur, il n'y a jamais d'âge pour apprendre. Et quand quelqu'un aura 60 ans, 70 ans, ne vous gênez pas, dites-leur à ce moment-là, « Ah, tu ne perds rien pour en apprendre encore. Suis ma compagnie et tu vas en savoir davantage. » Alors, ne vous gênez pas, allez-y à la bonne franquette. Et le cantalou, vous savez maintenant d'où il vient. Il vient tout simplement de Cantalupo, en France, qui était la maison de campagne des papes dans ces années-là. Et à ce moment-là, nous disions le Cantalupo, le cantalou, c'est-à-dire le fruit ou le légume, le fruit surtout, qui nous a servi et qui est tellement juteux. Hein? Vous savez, quand vous grignotez ça, quand vous mettez un petit peu de sucre dessus, là, et vous mangez ça, avec un petit peu de crème glacée, vous en avez l'eau à la bouche, mais comme je n'ai pas le cantalou, je vais prendre ma gorgée d'eau. Merci. Vous allez peut-être me dire, Marcel, sais-tu que tu n'es pas gêné, tu prends ta gorgée d'eau comme ça, direct face à nous. Ben oui, ben, qui me dit, moi, que vous ne prenez pas votre petite gorgée, vous aussi? Puis je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dans votre verre. Alors, allons-y. Allons voir maintenant notre troisième explication. Et on va dire ceci. Quand, je commence par le mot « quand ». Ça indique probablement un temps. Quand tu lis un roman, virgule, ah, voyez là, tu le comprends. Point virgule. Je continue. Pourquoi Pourquoi ne réfléchis-tu pas? Ne réfléchis-tu pas? Quand, oh, un autre quand tu écris les textes que, oups, le mot que, ah, je vois le nom, je vois le mot que, tout de suite, je peux dire que, je vais interrompre ici, que je t'ai donné. Tout simplement ça. Quand tu lis un roman, virgule, tu le comprends. Point virgule. Pourquoi ne réfléchis-tu pas quand tu écris les textes que je t'ai donnés? Pourquoi tu n'as pas réfléchi? Pourquoi tu ne réfléchis pas quand tu écris les textes? J'aurais dû dire que je te donne, mais je dis que je t'ai donné parce que je veux retrouver ici le participe passé pour bien voir que le mot « donner » va s'écrire avec un « S ». Parce que vous avez ici le mot « que » qui est un COD. Il est un COD, je t'ai donné quoi? Posez toujours votre question. À quel endroit? Toujours après votre participe passé. Je t'ai donné quoi? Que, mais pourquoi? Les textes. Donc, le mot « que », il est un pronom relatif. S'il est un pronom relatif et qu'il y a un verbe qui est conjugué ici, automatiquement,
Ce mot-là, quand j'étais à l'école avec mes élèves, je leur disais toujours, quand vous avez un pronom relatif, il y a un antécédent, c'est un nom qui est placé devant. Après le nom, mettez 2 barres. 2 barres comme ici, 2 barres. Et qu'est-ce que vous faites? Vous avez et les élèves continuaient, automatiquement, une subordonnée. Une subordonnée parce qu'il y a un verbe conjugué. Relative, pourquoi? Parce qu'il y a un pronom relatif qui amène cette subordonnée. Et quelle sorte de subordonnée relative? Naturellement, pour des élèves plus avancés, secondaire 4, secondaire 5 ou 3, on dira relative déterminative. Pourquoi? Parce qu'elle détermine. Elle détermine quoi? Elle détermine le non-texte. Quel texte? Voyez-vous la question? Quel texte, là? Quel texte? Que je t'ai donné. Donc, que je t'ai donné, subordonnée relative déterminative de quel mot? Du mot texte où j'ai posé ma question. Le pronom relatif a un antécédent. Le mot texte est un antécédent. L'antécédent qui est placé devant le pronom relatif, lequel pronom relatif nous amène une subordonnée relative déterminative. Mais vous allez peut-être me dire, Marcel, tu commences par la fin. Va donc faire un tour au commencement. Allons donc faire un tour au commencement pour voir qu'est-ce qu'on a. Quand tu lis un texte, un roman, qu'est-ce qui arrive, le mot « quand ». Qu'est-ce qu'il fait là, lui, le mot « quand ». Il indique quoi? Il indique un temps. Donc, s'il indique un temps, ce sera quoi la proposition qui va être ici? Ça va être une subordonnée qui va dépendre d'une autre. Mais où est cette autre qui dépend, dont elle dépend, là? Quand tu lis un roman, tu le comprends. Ah, là voilà la proposition. Tu comprends le mis pour le roman. Tu comprends quoi? Le mis pour le roman. À quel moment? Quand tu lis un roman. Quand tu le lis. Alors, quand tu lis un roman, va être une subordonnée qui va dépendre de qui? De tu le comprends. Et ça va être quoi? La proposition principale. Ah, là, par exemple, certains élèves vont être fiers de comprendre leur proposition, d'être capables de distinguer entre la principale et la subordonnée. La principale, c'est ce qui est le plus important dans la phrase. Qu'est-ce que c'est qui est important de savoir ici? C'est pas quand tu lis un roman, c'est pas ça qui est important. C'est de savoir que tu le comprends. Tu comprends le roman. À quel moment? Quand tu le lis. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que tu le comprends. Et ça, c'est ce qu'on appelle la proposition principale. Tu le comprends, principal. Et à quel moment tu comprends? Quand est-ce que tu le comprends? Tu le comprends quand? Je pose la question au verbe. Je vais avoir un complément du verbe. Et vous vous souvenez, les compléments du verbe, il y avait des compléments d'objets directs ou indirects ou encore circonstanciels. C'était les 3 plus importants. Alors, ici, on a la circonstance de temps. Donc, on a une subordonnée conjonctive. Pourquoi? Parce que le mot « quand », il fait la jonction entre les deux, même s'il est placé par inversion. Le mot « quand », la phrase « quand tu lis un roman », on n'aurait pas dû commencer par cette phrase-là. On aurait dû dire tout simplement ceci. Tu lis un roman, ou plutôt, tu comprends un roman quand tu le lis. Ça aurait été ça normalement. La principale, la subordonnée après. Là, on a pris la proposition subordonnée et on a envoyé la proposition subordonnée au début, en commençant. Donc, on a fait une inversion. Alors, quand tu lis un roman, oh, regardez la virgule ici. Qu'est-ce que je vais dire quand je dis la virgule? Quand il est question d'une inversion, j'ai dit déjà dans la ponctuation qu'on met la virgule. Alors, quand tu lis un roman, subordonné, parce qu'il y a un verbe qui est ici, un verbe qui est conjugué, et qui dépend de la principale. Tu le comprends, principale. Quand est-ce?
quand tu lis un roman, subordonné, conjonctif, complément, circonstanciel de temps. De quel verbe? Du verbe où tu as posé ta question. Tu comprends quand tu lis un roman. Principal, subordonné, complément circonstanciel. Pourquoi ne réfléchis-tu pas quand tu écris? Alors on pose la question, pourquoi tu ne réfléchis pas quand tu écris les textes que je t'ai donnés, et on devra mettre le point d'interrogation, parce que je pose une question directe ici. Pourquoi ne réfléchis-tu pas, etc. Alors, pourquoi ne te réfléchis-tu pas? Et regardez l'autre mot « quand » qui est ici. Alors, il y a un autre mot « quand ». Tu réfléchis ou tu ne réfléchis pas quand, à quel moment, quand, point d'interrogation, à quel moment, c'est un temps ça, quand tu écris les textes. Et là, je suis obligé de m'arrêter ici, parce que regardez le mot « que » qui est un pronom relatif. Donc, il va amener une subordonnée relative ici. Alors, je vais arrêter ici. À quel moment tu ne réfléchis pas? Quand tu écris les textes. Donc, ici, je vais avoir une autre, regardez le point-virgule, je vais avoir une autre proposition qu'on va appeler également principale, parce qu'il y en aura une qui va dépendre de celle-là. Alors, dans la phrase, j'aurai deux propositions principales, et la deuxième, ce sera « Pourquoi ne réfléchis-tu pas, principal, quand tu écris les textes, subordonnés, parce qu'elle dépend de l'autre. Quand tu écris les textes, ça ne peut pas se tenir là tout seul. Tu ne réfléchis pas pourquoi, à quel moment, quand tu écris. Subordonné, conjonctif. Pourquoi? Parce que j'ai une conjonction quand, la conjonction quand, et tu écris quoi? Les textes. Alors, subordonné conjonctif, complément, circonstanciel, et c'est le quand, donc c'est encore un temps circonstanciel de temps. De quel verbe? Le verbe où je réfléchis. Tu ne réfléchis pas à quel moment. J'ai posé ma question au verbe, j'ai un circonstanciel de temps du verbe réfléchir. Et c'est comme ça qu'on établit notre différence entre les propositions. Pour quelqu'un qui n'a pas à faire l'analyse, ne vous attardez pas plus qu'il ne faut, mais à force de poser ces questions-là, vous allez comprendre le pourquoi nous avons des compléments de circonstances. On pose une question à un verbe, on a un complément de circonstance. Mais pour quelqu'un qui n'a pas à faire toute cette analyse, comme à l'école, au secondaire, pour réussir des examens, parce que c'est du programme de français, ça, au secondaire, l'analyse. Et pour ceux qui n'ont pas à faire cela, ne vous fatiguez pas outre mesure, là. Là, vous comprenez ça, mais après ça, bien, dites-vous, là, maintenant que j'ai compris, je ne suis pas obligé de tout approfondir ça, je comprends très bien mes phrases, après ça, je tourne la page et je poursuis, quoi. C'est tout simplement comme ça. Il ne faut pas, quand même, se fatiguer outre mesure, là, avec ce qu'on appelle les subordonnées et qui sont un peu plus complexes les unes que les autres. Alors, pourquoi je le donne quand même? Je ne veux pas importuner certaines personnes, mais je donne le cours à un éventail tellement considérable que si je ne peux pas rencontrer l'information auprès de l'élève de 6e année, vous pouvez dire à ce moment-là, je vais attendre et un peu plus tard, je comprendrai ça. Alors, c'est tout simplement comme ça qu'il faut le prendre. Parce que là, je donne le cours à des élèves de 6e année, des élèves de secondaire, des élèves de cégep, des élèves de collégial ou des élèves d'université qui ont échoué et qui doivent reprendre un examen. C'est bien évident que pour vous, c'est précieux de voir la tournure de phrase. Mais pour ceux qui n'en ont pas besoin, ne vous fatiguez pas outre mesure. Mais c'est un petit peu ça. La composition française, c'est avec la structure de phrase que nous aboutissons à bien maîtriser nos structures de phrases, nos phrases qui vont devenir de plus en plus excellentes. Et pourquoi? Tout simplement parce que nous avons développé le sens de ce que nous appellerons la lecture. Et vous allez peut-être me dire, la lecture, c'est important, mais moi, j'aime pas ça.
Moi, j'aime pas ça lire. Moi, je vais vous dire ceci. C'est évident que si vous ne savez pas nager, vous n'aimerez pas nager. Vous n'aimerez pas nager. Oh, alors par exemple, permettez que je revienne, disons, à ce petit texte que je lisais au tout début. Vous me permettez, je vais revenir à ce petit texte que je lisais au tout début, où le type André Bellefeuille, qui est un de mes anciens compagnons de travail, professeur émérite et même docteur en lettres à la Sorbonne, en France, il disait ceci à propos de la lecture et de l'ouvrage qui est un outil. Sa place est sur la petite table, près du téléphone ou de l'ordinateur domestique. Et juste après, il dit, on ne saurait trop féliciter l'auteur pour sa contribution à l'amélioration de la langue écrite et parlée. Il fait aimer le français, et je l'espère, c'est mon but. Il fait aimer le français parce qu'il en facilite la maîtrise et qu'il le rend aimable. On aime la nage quand on sait nager. Ah, André, c'est vrai ça, ce que tu dis. On aime la nage quand on sait nager. Mais qu'est-ce que tu dis après, André? Ajoute-nous ce que tu penses. On aime lire, écrire et parler le français quand on en possède la grammaire. Ah, pourquoi ai-je voulu vous permettre de maîtriser la grammaire expliquée? Et pourquoi ai-je voulu insister sur ces divers points-là? C'est parce que quand on sait nager, on aime la nage. Tant qu'on ne sait pas nager, on n'aime pas apprendre à nager. On n'aime jamais trop ça. Il faut se surmonter pour aimer nager et pour réussir à nager. Il faut se surmonter pour composer. Et plus vous allez composer, plus vous allez développer cette facilité de composition. Je vous avais dit que je lirais une lettre, un texte une élève de secondaire 2 avait rédigé en 1988. Alors, je lis le texte ici, qui n'est pas long, mais qui va vous permettre de comprendre qu'est-ce que des élèves peuvent faire quand ils composent une fois par mois. Une dizaine de compositions avec beaucoup de lectures. Écoutez bien ce que Hélène Charette m'écrivait. La maison condamnée. Oh non, elle c'était une imitation de La maison condamnée que j'avais lu dans ce livre de lecture littéraire. Elle a composé, elle, La maison abandonnée. Après avoir parcouru, et je n'ai rien composé dans ça, elle l'a fait en classe devant moi. Après avoir parcouru un chemin éreintant, on peut entrevoir une modeste maison. D'immenses arbres la cadrent presque entièrement. Sa façade est composée de planches disposées pêle-mêle. On dirait une maison de fortune. À voir l'intérieur, on devine qu'elle fut quittée à la hâte. Les bibelots exposés nous rappellent ce temps pas si lointain où tout était paisible. Un vieux poêle noir trône au centre de la pièce. Regardez le beau verbe, trône. Il avait la place. Au centre de la pièce. Devant les froids hivers canadiens, ce fut sans doute un lieu où on aimait se rassembler. Au mur sont accrochés les portraits jaunis de chacun des membres de la famille ancestrale. Regardez l'inversion, le sujet après le verbe. Au mur sont accrochés les portraits. C'est bien dit. Sur la table pataude reposent quelques vieux chaudrons. Même après ces années, on peut humer une subtile odeur de crêpes.
Tout est chaleureux et intime. Malgré la pauvreté évidente, on y sent un rayon de gaieté allant droit au cœur. Il me semble entendre encore rire les enfants de l'époque. À l'arrière coule un ruisseau semblant venir de nulle part. Il émet un discret clapotis, une onomatopée. J'avais expliqué ça, elle l'a introduit dans sa phrase. Une vaste plaine s'étend au loin, une plaine parsemée de fleurs aux couleurs attendrissantes. Merveilleux ça. Dans ce coin de paradis, on voudrait demeurer. Ce domaine, c'était celui de grand-mère. Il me rappelle avec nostalgie les jours insouciants de mon enfance. Peut-être que le mot aurait pu être corrigé, là, insouciant. En tout cas, je le dis tel qu'elle l'a écrit. Elle l'a écrit « J'observe l'endroit pour la dernière fois, car on démolira cette maison. » Elle qui me rappelait tant de souvenirs heureux, point suspensif. Sur le terrain, on y a construit de vulgaires maisons de ville. J'aimais tant m'y retrouver cette paix, réfléchir à cause des personnes où j'y ai connu déjà cette tranquillité. C'est fini. J'en garderai toujours un merveilleux souvenir et, point suspensif, beaucoup de nostalgie. N'est-ce pas qu'une élève de secondaire 2 peut pas avoir fait quelque chose de beau? C'est merveilleux. Alors je vous dis tout simplement, en terminant, il est facile d'atteindre les sommets lorsque son père a construit l'échelle.